Bonsoir à tous, c'est Tambour Battant consacré cette semaine à la représentation. Nous sommes en vidéoconférence, Covid oblige, avec trois invités. D'une part, mon premier invité qui est Daniel Bougnoux, philosophe, professeur émérite de l'Université de Grenoble, auteur d'un livre qui s'appelle « La crise de la représentation », publié aux éditions de la Découverte. Tiphaine Samoyau, professeur à l'université et critique littéraire, biographe de Roland Barthes et auteur de Traduction et violence, qui est paru récemment au Seuil. Et Sophie Chauveau, écrivain, metteuse en scène, auteur d'un journal de grossesse de la Vierge Marie, vous avez bien entendu, journal de grossesse de la Vierge Marie, aux éditions Télémac. Et puis nous aurons, hors Covid, d'une certaine façon, en direct, François Julien tout à l'heure, philosophe et professeur à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, auteur de La Vraie Vie, aux éditions de l'Observatoire. Alors Daniel Bougnoux, je commence avec vous, en vidéoconférence donc. Vous êtes philosophe, spécialiste d'Aragon, dont vous assurez d'ailleurs l'édition des œuvres romanesques à la Pléiade. Vous êtes l'auteur d'une douzaine d'ouvrages de sciences de la communication et de théorie littéraire. Vous avez fait une introduction aux sciences de la communication. Vous aussi, vous vous êtes intéressé à Roland Barthes. C'est ce que vous avez en commun avec Tiphaine Samoyau. Et vous avez fondé la revue Silex, et avec Régis Debray, les cahiers de médiologie, qui sont devenus Médium. Aujourd'hui, vous nous présentez donc cette deuxième édition de la crise de la représentation aux éditions de la Découverte. Alors on va commencer par la représentation, c'est le titre de notre émission. Dans votre livre, vous nous expliquez que c'est d'abord une répétition, représentation, mais c'est aussi une substitution. On met à distance le réel, ou selon le terme de Derrida, on organise la différence. Alors différence avec un A, c'est-à-dire une différence dans le temps, et différence avec un E, c'est-à-dire différence dans la mesure où la représentation n'est pas le réel, elle est différente du réel. Et donc Derrida s'intéressait justement au fait qu'elle diffère dans le temps et elle diffère aussi du réel. Alors la première question que je voudrais vous poser, c'est si la fonction principale de la représentation serait d'une certaine façon, comme vous le dites, de nous sauver et de nous purger de la terreur, de quelle terreur il s'agit de nous purger ? Nous sommes en effet sortis du champ de l'actuel, donc de l'âge vide, du champ du réel, donc d'une certaine difficulté à mentaliser et à penser les choses. La représentation nous propose un parcours symbolique, un parcours cadré, balisé, culturel, grâce auquel, en effet, nous interposons entre nous et cette chose immense qui s'appelle le réel ou le monde, un écran protecteur. Et donc, cet écran, c'est le matériau même de la culture. Cet écran de la représentation, ce filtre de la représentation, est notre sauvegarde. Chez Freud, on dirait la catharsis, chez d'autres, la distanciation, chez Brecht, par exemple. Et j'ai pris mes exemples dans l'art, qui représente le monde, dans les médias, qui le représentent autrement que l'art, bien sûr, et évidemment dans la sphère politique, qui représente des citoyens qui se plaignent généralement que l'image n'est pas bonne et qu'ils ne sont pas représentés. Mais à la base, il y a effectivement cette notion de réel, et ce réel a progressé dans notre champ mental de représentation au point qu'il l'effrite, il la ronge, il la met sous pression. Et par exemple, la presse, j'ai fait un chapitre de mon livre sur une presse trop pressée, parce que de mille façons, par les actualités, par le direct, par le harcèlement publicitaire ou de la propagande, nous sommes attirés hors de notre confort représentatif. Nous sommes happés par le réel. Et dans ce réel, il y a un danger d'effondrement symbolique, comme disent aussi les psychanalystes. Effondrement symbolique voulant dire qu'on est sorti du confort de la représentation et qu'on est en proie aux choses ou en proie au réel. J'ai pris l'exemple quelque part dans mon livre de Jean-Paul Sartre, La nausée, c'est un roman que tout le monde connaît, je crois, et Roquentin de La nausée connaît des épisodes d'effondrement symbolique, où il est au contact des choses qui se sont délivrées de leurs mots, délivrées de leurs représentations figurées,
délivrer du cadre. Vous faites avancer votre réflexion en mettant par exemple dans la bouche de Silvio Berlusconi un récit autobiographique à la Machiavel. Alors c'est un morceau absolument qui m'a fait rigoler totalement. Le Cavaliere, d'une certaine façon, se présente presque comme un nouveau prince. Et cette représentation, au fond, vous en riez, mais en même temps, elle vous permet de qualifier cette représentation par rapport au réel, et notamment sa distance par rapport au réel. Oui, il y a tout un discours que je mets dans la bouche du Cavaliere, c'est-à-dire vraiment, je m'amuse avec le personnage, qui aujourd'hui est sorti de l'actualité. Mais à l'époque de la première édition du livre, il y avait une actualité Berlusconi. Il y avait une chose à penser par nous, les médiologues ou les gens qui se penchent sur les médias, sur le fonctionnement des médias. Berlusconi est un tessitore, c'est un tisseur de médias, c'est un arrangeur de réseau, c'est un ensemblier ou un décorateur, quelqu'un qui sert la soupe à la mère de famille chez elle, maintenue à la maison par ses tâches domestiques et le confinement ou la culture patriarcale la contraint. Et donc, oui, je me suis amusé à décrire la mutation médiatique qu'un Berlusconi peut apporter à un régime auparavant symbolique de la représentation et qui, avec lui, connaît quelques effondrements. Alors vous exposez les jeux de substitution entre la chose et son signe. Et vous soulignez les zones de collusion et de collision entre le monde réel et ses représentations. Je voudrais qu'on s'y attarde un instant parce que vous suivez Alain Badiou pour dire que le XXe siècle se caractérise avant tout par la passion du réel. Un peu comme si, au fond, on mettait à distance la représentation pour se centrer sur le réel. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on est toujours dans la représentation ? Alors, c'est une phrase d'Alain Badiou qu'on a compris quand il dit « le réel aurait été la passion du XXe siècle ». C'est vrai que le réel augmente. Il augmente par la terreur, avec les grandes guerres, avec les grands totalitarismes, et il augmente par la façon que les médias ont, de plus en plus directe, instantanée, cruelle parfois, de nous donner le nez sur l'actualité. J'ai pris surtout l'exemple de la photographie, parce que c'est une étape décisive. On voit très bien à travers la photo et son contraste avec la peinture, comment la photo augmente le réel dans la représentation, au point qu'avec l'indicialité, le régime de l'indice propre à la photographie, on est la proie des choses. On est dans le punctum tellement bien saisi par Barthes, et le punctum, c'est ce moment dans La Chambre claire, n'est-ce pas, de Roland Barthes, son dernier livre, c'est le moment où je sens une chaîne causale entre la photo et mon propre regard. Je suis touché charnellement par ce qui est arrivé à la pellicule photographique. Et donc, il y a ce poinçon de l'indice, de l'indicialité, ce n'est pas un mot de Barthes, l'indice, mais ça correspond, je crois, au punctum, cette pointe, parfois cruelle, qui nous affecte directement. Qu'on songe, dans l'histoire de la représentation, aux scènes précédentes de la peinture de guerre, qui héroïsait les cavaliers, les actes héroïques. Et puis, avec la photographie de guerre, il y a une déflation brutale du sens, et d'un seul coup, on est devenu charnier. Donc, on voit très bien comment la photo a été le fourrier d'une représentation beaucoup plus exacte, beaucoup plus cruelle et beaucoup plus informative de ce qu'auparavant nous cachait. D'accord, mais on est quand même toujours dans la représentation. C'est-à-dire qu'on interpose des signes, on interpose des mots, on interpose des images, d'une certaine façon pour contenir le réel à bonne distance, pour le retenir à bonne distance. Donc, si vous voulez, à vous lire, j'ai compris à la fois que la représentation est une augmentation, une emphase du réel, mais aussi une modification du réel. Et dans tous les cas, y compris dans la photo, on a cette modification du réel. Sinon, il n'y aurait pas d'artiste photographe. On a une modification, mais on a aussi le référent qui est là, plein pot. Et bien sûr qu'on peut le jouer avec, on peut le truquer, on peut le décorer, on peut l'arranger, mais la photo est tellement différente du régime de la peinture précédente. La peinture, elle est symbolique au sens traditionnel du terme, je dirais, alors qu'avec la photo, on n'a plus affaire à des symboles, on a affaire, ou à des types, comme dirait Peirce, on a affaire à des tokens, on a affaire à des individus. On a affaire à du réel, un échantillon de réel qui est cadré par l'image photographique. Et ça, c'est une différence fascinante et formidable
d'avec les régimes représentatifs précédents. Donc c'est vrai que la photo est encore une représentation. Si je vois une photo de corps décharnés à l'entrée d'un camp de concentration, d'abord cette photo, il indique que ces corps ont existé dans tel lieu au pied de ces barbelés, et d'autre part, ça ne m'affecte pas directement. Ce qui arrive à la photo ne m'arrive pas. Néanmoins, ça me touche beaucoup plus fortement qu'une peinture. Pourquoi? Parce que le peintre, mentalement, peut arranger comme il le veut sa peinture. La peinture est d'ordre de la fiction, alors que la photographie est un prélèvement sur le monde environnant. Quand vous évoquez la photo, vous évoquez au fond à la fois un modèle et en même temps un paradigme. Et j'ai l'impression, si vous voulez, que l'instant décisif de Cartier-Bresson, par exemple, c'est un moment certainement où on saisit du réel, mais c'est un moment où cette saisie du réel conduit à une représentation d'un type nouveau par rapport à la peinture, ce que vous disiez, mais que c'est quand même une représentation du réel. Je ne voudrais pas que vous nous laissiez croire qu'on pourrait, quand vous dites tout le temps on touche le réel plus proche, etc., le XXe siècle et le truc de Badiou, le XXe siècle s'est approché du réel, ça y est, c'est du réel. Moi j'ai l'impression que cette insistance sur la différence, alors c'est peut-être ça que vous appelez la crise de la représentation, est-ce qu'il y a crise de la représentation dans la mesure où on croit qu'on copie presque le réel et qu'il y ait des gens pour croire que le réel et la représentation sont au fond une seule et même chose? Non, si on copie le réel, la copie n'engendre pas un effet de réel au sens où la terreur ou l'absence de représentation. Bon, qu'est-ce que au fond, que serait l'absence de représentation? Ce serait l'épisode panique où j'ai le visage collé contre terre et où mes yeux, ou ma bouche, ou mon nez, ou mes oreilles sont mêlés à la chose même, sans recul, sans mentalisation, sans interposition sémiotique, sans coupure sémiotique. Le cauchemar, parfois, le magma du ça, du processus en nous, décrit par Freud, mais au fond indescriptible, ce magma du ça, du cauchemar, nous donne un équivalent mentalisable après coup de ce que peut être l'épreuve de la terreur ou du réel. Donc, le réel, je le prends un peu au sens de Lacan, si vous voulez, c'est ce qui n'est pas mentalisé, ce qui n'est pas symbolisable. Voilà, le réel, c'est ce qui me terrasse. Et c'est pourquoi je n'ai de cesse de le mettre à distance. Mais à la fin, le réel aura le dernier mot. Et ce sera la mort, bien sûr. Ou ce sera l'effondrement de la conscience, ou l'effondrement symbolique, plus généralement. C'est-à-dire, on perd ses cadres, on perd ses repères, on perd ses signes. Mais dans les signes, il y a des signes plus réels, comme l'indice, et d'autres carrément distanciés, comme l'ordre du langage, ou les images photos, ou les images de peinture que nous prenons plaisir à feuilleter. On peut dire que lorsqu'on passe dans l'ère des médias, de la presse et puis des médias, dont vous critiquez l'impératif de vitesse, petit à petit, on est amené à constater, d'ailleurs c'est ce que vous dites, non pas seulement à se constater un état du monde, mais à rajouter au monde, vous écrivez, un état. Rajouter au monde un état. Alors, c'est-à-dire qu'au fond, avec les médias, on a une représentation du réel qui est presque un autre réel. C'est un peu comme si la représentation jouait le rôle de réel. Rajouter au monde un état, je crois que je le dis dans le contexte de la phrase performative. Qu'est-ce qu'une énonciation performative? C'est une phrase qui, au lieu de décrire le monde, ajoute au monde un état. Si je donne un ordre, eh bien, je ne décris pas un état précédent du monde, mais par cet ordre, je m'efforce d'introduire dans le monde un nouvel état. Donc c'est très différent, prescription et description. Normalement, la presse décrit, et c'est la vertu d'information. Mais cette information, parfois, est prescriptive. On le voit très bien aujourd'hui avec des informations sanitaires qui, en fait, entraînent, enfin, sont grosses d'actes, d'ajustement, de comportement, de précaution, etc. Donc, cette information s'efforce d'ajouter au monde un état, dans le bon sens, bien sûr, dans le sens de la restauration de la santé ou de la prévention de la maladie. Mais voilà, ajouter au monde un état, c'est quand même pas, je crois, le rôle de la presse. La presse, normalement, devrait nous informer et non pas nous traiter en chien de Pavlov ou en sujet de prescription. Voilà. Mais bien sûr, ça se mélange. Et il n'y a pas de presse sans prescription. Et j'ai fait mon chapitre sur une presse trop pressée pour dire que quand le direct augmente, au dépend du différé, y compris de la différence d'iridienne, quand le réel augmente, eh bien, nous sommes moins informés parce que nous sommes sous pression. Et si le direct, c'est le triomphe de l'appareil médiatique, comme on le voit par Internet, par les réseaux sociaux, cette excitation fiévreuse, cette course
aux news, aux tubes, aux nouveautés, enfin aux scoops, eh bien, si cette pression de nouveau augmente, nous perdons en information. Donc l'information est plutôt du côté d'un certain différé. Et la pression excitée est plutôt du côté d'un épuisant direct. La publicité aussi essaye de manier des signes, non pas qui nous informent, mais qui nous fléchissent, qui nous martèlent, qui nous pressent et qui nous conduisent. L'idéal publicitaire, c'est le chêne Pavlov, c'est l'arc de stimulus-réponse. Et si j'obéis à cet arc stimulus-réponse, je ne suis plus dans l'information. Moi, je suis un petit peu gêné par cette opposition que vous faites entre information et, au fond, communication presque, dans la mesure où je crois que toute information est aussi de la communication. Et donc, en conséquence, dans tout journal, vous avez une information et vous avez en même temps de la prescription, et que les deux se mélangent. Parlez-moi d'une information qui serait sans communication et sans prescription. Ce serait quelle communication? Ce serait quel type d'information qui serait ainsi non communiquée? Si vous voulez, au fond, sans représentation. Ah non, communiquer, je dirais, c'est la création d'un monde commun et c'est l'accent mis sur la relation que nous avons avec ce monde et avec les autres dans ce monde. Alors, l'idéal, je dirais, de l'information, ce serait l'information scientifique. Un énoncé, un théorème, un énoncé scientifique est pur de communication, au sens où ça ne cherche pas à créer avec moi de la relation. Ça dit l'ordre des choses, point barre. Maintenant, à travers cette science, bien sûr, on va créer, à travers ces communiqués, justement, à travers ces énoncés scientifiques, on va créer de la communauté. Et les chercheurs vont se retrouver et discuter au sein du cadre posé par ces énoncés scientifiques. Mais je crois qu'il faut assez bien distinguer, c'est très clair une distinction, la sphère de l'information et la sphère de la communication. L'information, c'est un travail. L'information, c'est le processus secondaire à l'œuvre sur la mise en relation de signes avec l'épuisant réel, l'intraitable réalité. Alors que la communication, c'est de flatter la relation et parfois de la construire à très bon compte. Alors les scientifiques construisent cette communauté par mille détours et avec beaucoup d'efforts. Mais un publicitaire, un animateur de radio, un disque jockey ne prennent pas tant de peine pour créer de la communauté chaleureuse, amusante. Alors, le rire crée de la communauté, c'est très contagieux. Le rêve crée de la communauté. La chanson crée de la communauté. Et j'ai analysé un peu toutes ces formes de mise en communauté rapide, vite fait, dans notre société, précisément de contact et de mise en boucle des gens avec ce qu'ils désirent le plus, c'est-à-dire leur image narcissique renvoyée par les autres. Donc là, on a de la communauté sans prendre le détour de l'information. Dans une émission de variété flatteuse, enfin d'un animateur doué, il y a très peu d'informations. Mais on rit en boucle, on se sent bien et on se détend. C'est de la relaxation. C'est très nécessaire, n'est-ce pas? Il faut des plages de relaxation et de mise en commun et en communauté. Mais l'information, la science, les énoncés symboliques nous attendent un peu au-delà de cette sphère trop vite refermée sur elle-même. Alors, vous avez un chapitre, bien sûr, sur lequel je me suis précipité, sur la représentation de la Shoah. Et je voudrais vous interroger là-dessus parce que est-ce qu'on n'arrive pas en face d'un certain nombre de choses qui sont très difficiles à représenter? Tout un chacun connaît la thèse de Claude Lanzmann disant qu'au fond, on ne peut pas faire de fiction à propos de la Shoah parce que cette représentation est impossible, qu'il y a une expérience impossible à transmettre. Vous citez d'ailleurs David Rousset qui disait exactement ces mots. Sans doute à cause de la culpabilité du survivant, sans doute aussi à cause de ce qu'il y a de terrible, d'horrible et d'unique dans l'événement lui-même. Et en même temps, cette impossibilité de représenter, qu'est-ce qu'elle signifie ? Est-ce que vraiment c'est une impossibilité de représenter ? Est-ce qu'il faut laisser cette impossibilité s'imposer ? Ou bien est-ce qu'il faut quand même passer par une manière d'inventorier des moyens pour dire quelque chose d'événements aussi profondément graves? Le dossier est très épineux, très douloureux, c'est un nid de controverses. Personnellement, avec Lanzmann, j'ai engagé un dialogue au colloque de Cerisy sur représenter, transmettre, communiquer, transmettre, et on connaît les thèses de Lanzmann, je ne vais pas les répéter ici, mais je me suis un peu heurté à lui et ce dialogue a été difficile. Et c'est très souvent difficile, un dialogue avec Claude Lanzmann. Ce que je dirais, c'est que si
si les nazis ont exterminé tout jusqu'à la possibilité de représenter l'extermination, alors ils ont gagné sur toute la ligne. Il ne faut pas leur concéder d'avoir exterminé les possibilités de représentation. C'est-à-dire que la phrase d'Adorno, un poème après Auschwitz c'est impossible, moi me paraît fâcheuse. Je pense qu'il faut au contraire encourager les poèmes malgré ou après Auschwitz. Les poèmes, les films, les reconstitutions ou représentations théâtrales. Bien sûr, on ne reconstituera jamais, et il ne s'agit pas de cela. Mais Lanzmann le fait avec beaucoup de tact dans le film Shoah. Il montre le vide. Il fait parler les survivants en nous montrant à quel point on ne peut pas parler. Et c'est déjà un message formidable sur la difficulté de représenter l'irreprésentable. Mais il ne faut pas céder à une impossibilité. On peut ruser, on peut mettre en œuvre la représentation des difficultés, mais il ne faut pas aller jusqu'à la thèse de l'irreprésentable. Parce que dans ce cas-là, les nazis auraient vraiment gagné. Mais il se passe quelque chose que vous cernez tout à fait correctement, qui est le moment présent où on filme finalement quelque chose qui est de l'ordre des traces de ce que le passé a détruit. Les traces sont encore présentes. Et évoquer ces traces présentes dans le moment présent, ça a du sens. Et on est dans une représentation un peu exceptionnelle, mais qui reste dans le présent et qui, avec le présent, dit quelque chose du passé. Bien sûr. C'est très difficile. La question de la Shoah, pour moi, c'est un chapitre que j'ai fait qui est au cœur, au carrefour, enfin crucial, comme ça, de plein de fils qui s'entrecroisent dans ma problématique de la représentation. La Shoah est une question très difficile parce que il ne faut pas céder, je disais, à la démission. Mais il ne faut pas tomber dans le gore, n'est-ce pas? Il ne faut pas tomber dans une affabulation qui serait elle-même dégoûtante ou répugnante. Il faut donner à penser, il faut restaurer du symbolique. Voilà. Il ne faut pas accompagner l'horreur par l'horreur. Il ne faut pas démissionner et donc accompagner l'écrasement par un autre écrasement. Il faut donner une chance à un élan de renaissance symbolique. Et ce que fait Lanzmann quand il fait parler les anciens de la Shoah sur ces sites où la nature a reverdi, et on voit que les vieux qui parlent, en eux la parole se brise ou s'émiette, et en même temps la nature reprend le dessus. Et il faut que, comme la nature, le film, la pellicule, la parole reprennent relativement le dessus. Il faut cet espoir fragile d'une nouvelle poussée pour que l'histoire avance, pour qu'on ne soit pas pris dans le cauchemar de la répétition. Et c'est vraiment un mot important, répétition. La représentation ne répète pas. Si elle répète, elle tombe dans l'ordre du réel. Freud décrit la pulsion de mort comme la pulsion de répétition, n'est-ce pas? Et répéter, c'est manquer la représentation. Et dans la représentation, je tire de ce que vous dites de la Shoah, et c'est dans votre livre, qu'il y a un élan spécifique, au fond une dimension du présent, qui fait que lorsque vous évoquez par exemple l'œuvre de Proust, vous montrez qu'elle constitue une réserve de sens plus intelligente et plus savante que son auteur, ou que chacun de ses lecteurs. Et j'ai trouvé cette formule assez intéressante parce que, un peu comme si la Shoah vous avait permis de prendre en compte ce qui, dans toute représentation, est susceptible, au fond, de créer du neuf, de créer de l'émotion, comme dirait Julien, que nous allons entendre en fin de l'émission. C'est-à-dire un peu comme si la vraie vie, c'était l'émotion. Les émotions, enfin, elle était fécondée par l'émotion, et que, au fond, l'émotion qu'on ressent dépasse infiniment l'auteur de celui qui représente, comme, bien évidemment, la spécificité de celui qui lit la représentation. L'émotion n'est pas pour moi le dernier mot de l'effet esthétique. Pour moi, l'art de Proust singulièrement, doit d'abord, ou doit finalement, peut-être pas d'abord, mais doit finalement nous donner à penser. Et nous donner donc à remembrer, au sens de la remembrance, du remember, au sens du rajustement, comme cela, de morceaux épars que nous glanons au fil de la lecture, ou au fil du cinéma ou des récits. Mais l'œuvre de Proust est exemplaire parce qu'effectivement, elle illustre très bien ce que Derrida appelle la destinérance, c'est-à-dire un auteur écrit, et puis les lecteurs s'en emparent, et puis ça devient un chef-d'œuvre, mais au fond, l'auteur ne le savait pas. Proust ne savait pas qu'il serait l'auteur le plus important du XXe siècle. Et ses contemporains ne le savaient pas davantage. Et les surréalistes le traitaient de snob laborieux. Et donc, il y a toute une réflexion à avoir sur le devenir des traces écrites et sur le chemin frayé par la communication littéraire.
qui n'est pas ce que l'auteur croit. L'auteur est mal placé pour, disons, faufiler son message dans l'océan contraire des messages accumulés et leur lutte darwinienne. Donc, on ne sait rien du devenir d'un message littéraire, et c'est un bon exemple, au fond, du jeu médiatique. C'est qu'il y a une guerre des interprétations, il y a une violence, il y a une chance, parfois il y a des effondrements et des disparitions, et tout cela, n'est-ce pas, échappe largement à la sphère qui émet. Le destinataire est un coproducteur, il y a des terrains favorables, et puis il y a bien sûr des pertes en ligne, il y a de l'inertie, il y a de l'entropie, il y a de l'oubli. Et tout cela fait partie du grand jeu de la communication qu'on l'appelle littéraire ou sémiotique en général. Nous envoyons des signes, nous soufflons sur je pense souvent au pissenlit, n'est-ce pas, on souffle sur les graines, et puis les graines voltigent et elles tombent et elles ensemencent ce qu'elles peuvent, là où elles peuvent. Donc il ne faut pas avoir une vision mécanique de ces phénomènes de mémoire, de traces, de représentation, d'envoi, de communauté. Tout cela est très aléatoire et au fond, il y a un jeu assez merveilleux, un jeu de risques, plein de risques et plein de chances. Et donc, il en va ainsi des livres, n'est-ce pas? On écrit un livre et puis il part au hasard des rencontres, au hasard des esprits accordés. Mais c'est vrai qu'il crée peut-être, dans le meilleur des cas, une communauté. Et aujourd'hui, il y a des sociétés Proust, il y a des communautés de lecture autour de tel ou tel auteur, et c'est une excellente chose. Mais la traversée de ces exemples, aussi bien de la Shoah que de l'œuvre de Proust, nous permet de comprendre que la représentation apporte finalement ouverture et respiration à la réalité. C'est un peu comme si, au fond, la réalité apparaissait totalement grâce à la représentation. C'est comme si, au fond, nous pouvions l'apercevoir un peu mieux grâce à la représentation, non? Totalement non. Comme dit aussi Lacan, une formule célèbre, la vérité, personne ne peut la dire toute, n'est-ce pas? Il n'y a pas de totalité possible. Il y a le conflit des interprétations. Il y a la guerre des codes, la guerre des sensibilités, la guerre des émotions. Mais je disais, en vous reprenant, l'émotion n'est pas, est peut-être l'alpha de la réception littéraire et artistique, mais ça n'en est pas l'oméga, n'est-ce pas? L'émotion, elle donne le mouvement, comme le dit le mot émotion. On se met en mouvement grâce à l'émotion. Et puis après, eh bien, on essaye d'articuler son émotion. Il faut la penser. De la parler, de la penser, ou de la peindre, ou de la filmer, ou de lui donner une issue sémiotique, qui peut être par l'image, par les mots, par les sons, la musique, que sais-je. Mais la sémiotisation, c'est un travail, et c'est un travail qui nous attend au-delà de l'émotion, même si cette sémiotisation suppose au départ beaucoup d'émotions, et l'émotion accompagne le compositeur, l'artiste, l'architecte, le créateur. Mais s'il reste dans l'émotion, la création, évidemment, n'en émerge pas. Et donc, voilà, l'émotion est bonne conseillère, mais elle n'est pas l'architecte, elle n'est pas la... Voilà, il faut dépasser l'émotion. Donc, tout ça, ce sont des jeux de rapports, ce sont des dosages. Daniel Bougnou, en fait, à la fin du livre, vous prônez une éthique de la représentation. D'une certaine façon, une politesse, c'est ce que vous dites, une politesse de la représentation qui voudrait, au fond, essayer de mettre en place quelque chose qui se diffusionne de la présence et qui ne s'impose pas, mais qui justement s'oppose, se discute, se confronte. Un peu comme si cette confrontation, au fond ce débat démocratique presque sur le réel, permettait d'être une véritable représentation à l'écart de tout dogmatisme de la représentation unique. On est loin de Badiou. Ah, moi, Badiou, je ne l'ai jamais, disons, considéré comme un maître, autant Derrida, autant François Julien aujourd'hui. Non, mais là, vous le citez, là, c'est pour ça que je vous chicane. Je ne cite qu'une phrase de lui, voilà, qui m'a donné en effet un certain élan. Mais à part cela, je ne connais pas la pensée de Badiou, je n'aurais rien à en dire. Mais la politesse de la représentation, oui, je crois, c'est-à-dire la bonne distance. Aujourd'hui, bon, nous parlons beaucoup de ces distances qu'on nous impose, et ça nous est devenu très sensible, le thème ou l'exigence de la distanciation. Il y a une politesse, aujourd'hui précisément, en temps de confinement ou de déconfinement, il y a une politesse, et mieux qu'une politesse, une hygiène, et un mérite, une éthique donc, à se tenir à distance. Eh bien, la représentation est une mise à distance
très bienvenue, je crois, et c'est pourquoi je fais l'éloge du théâtre, même si ce théâtre est court-circuité aujourd'hui de mille manières, et parfois les scènes sont avilies, elles sont dégradées, elles sont souillées par des spectacles que je n'ose pas nommer et qui ne méritent pas l'accès à la visibilité scénique. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, on est pétri d'impatience avec la poussée des nouveaux médias à caractère indiciel, à caractère électronique, électrique, numérique. Tout cela court-circuite parfois les jeux sages et majestueux de l'ancienne représentation. Alors, il ne faut pas trop adhérer au passé, il ne faut pas regretter Gérard Philippe au théâtre, il ne faut pas célébrer le livre en disant que ce qui vient derrière les écrans, le numérique, c'est de la barbarie. Ce n'est pas du tout ma position. J'essaye au contraire de comprendre comment on passe des uns aux autres et comment ceci, le numérique par exemple, ne tuera pas cela, le livre, la graphosphère, comme dit Régis Debray. Mais il y a des hybridations, il y a des convenances, il y a des métissages qui sont très utiles à analyser. Et il faut surtout garder cette vertu de la distance inhérente à la notion de représentation. Même si en politique, par exemple, la représentation nous fatigue, nous dégoûte, et parfois une bonne manifestation, au sens des gilets jaunes, par exemple, et je discute l'exemple des gilets jaunes, eh bien, est fondée à court-circuiter une représentation trop lente, trop majestueuse ou trop sage. Donc voilà, il faut pour moi doser la manifestation par la représentation, l'indice par le jeu symbolique des mots et la distance par la présence réelle. Et ici, cher Antoine, nous sommes en présence et en distance à la fois. Et voilà, c'est ça le jeu, le grand jeu de la représentation, c'est d'avoir de la présence à travers la distance. Merci Daniel Bougnoux. Alors je rappelle que votre livre s'appelle La crise de la représentation et qu'il est publié aux éditions de La Découverte. La représentation, deuxième partie. Sur le grill, nous avons donc d'une part Sophie Chauveau, écrivain, metteuse en scène, auteur d'un journal de grossesse de la Vierge Marie aux éditions Télémac, et Tiffaine Samoyau, professeur à l'université, critique littéraire, biographe de Roland Barthes, publié au Seuil, et puis auteur de Traduction et violence, qui vient de paraître au Seuil. Alors je vais commencer avec vous, Sophie Chauveau, parce que vous explorez, je dirais, avec à la fois curiosité, rigueur, la vue des grands artistes, la vue de penseurs européens, et ce sont vos livres qui ont précédé. Et là, vous vous mettez au fond à l'intérieur de la tête de la Vierge Marie, qui est pendant sa grossesse. Et donc c'est un journal de grossesse que vous nous proposez. Et je dois dire que cette Vierge enceinte m'a fait beaucoup penser. Parce que, d'abord, bien sûr, vous discutez de savoir quelles sont les vraies dates historiques, mais vous vous appuyez quand même sur tout ce qu'on sait historiquement, et puis, bien sûr, sur les évangiles, et ce que disent les évangiles de la Vierge Marie. Alors, vous faites une Vierge Marie qui sait lire et qui écrit, et qui sait écrire, qui est très savante, qui donne d'ailleurs des cours, à la synagogue, et qui d'une certaine façon est une femme libre, qui lit la Torah, une femme qui est enceinte, mais qui n'est pas mariée. Et donc, partie du problème, bien sûr, parce qu'on se demande quel rôle Joseph joue effectivement. Elle est très attentionnée aux choses, mais d'une certaine façon, elle est attentionnée au paysage. Et puis, l'ange Gabriel va lui rendre visite et lui annoncer qu'elle est enceinte, mais que c'est un secret. On va découvrir que c'est un secret. Et alors, l'idée du secret est déjà une chose très, très importante. Et je voudrais d'abord vous entendre là-dessus, parce que je dirais que la représentation que vous nous faites de la Vierge Marie a complètement bougé par rapport à la représentation traditionnelle que nous avons de la Vierge Marie quand on entend les chrétiens, les catholiques, les protestants parler de la Vierge. Alors, c'est une représentation d'aujourd'hui, mais celle que vous connaissez, qui doit vous être contemporaine d'une certaine façon, celle que vous avez entendue plus tôt, n'a rien à voir avec celle du 19e siècle, et je ne vous parle pas de celle du 4e siècle où on la découvre, jusque-là il n'y a pas de Vierge Marie, ou la Vierge Marie du 12e siècle où elle passe de Mère de Dieu à Marie, jusque-là Marie, on ne sait pas qui c'est. Donc c'est tellement formidable d'avoir une héroïne universellement connue
représentée à peu près partout, qui a autant de visages que ça, et en même temps une très vague existence historique, et qui se trouve 6 ans avant Jésus-Christ, puisque son fils est né 6 ans avant lui-même, à la confluence de cette Palestine occupée par les Romains, donc dans une perspective qui est assez proche de celle qu'on a aujourd'hui. Donc il y avait ce jeu entre la Vierge Marie de son époque, replacée dans son époque, parce que c'est ça qui m'amusait beaucoup, qui m'intéressait surtout, et cette femme immémorielle, enceinte, comme toutes les femmes enceintes du monde. Donc c'est cette double représentation d'une grossesse, d'une femme enceinte, dans un secret qui est un secret obligé, comme l'ont été toutes les grossesses illégitimes à travers la nuit des temps. Donc on est juste dans quelque chose qui ressemble à ce qu'on connaît. Oui, mais en même temps, ce qu'on peut dire, c'est que l'Église avait fabriqué un mythe un peu contradictoire. D'une part, une vierge idéalisée, sacrée, etc. Et d'autre part, cette femme fragile à qui l'ange Gabriel vient annoncer les choses. Mais en même temps, cette représentation distanciée de Marie fait que chez vous, cet aspect à la fois proximité et éloignement reste valable, cette tension entre proximité et éloignement. Donc vous jouez sur une représentation qui est à la fois très proche et en même temps très éloignée. C'est-à-dire que vous essayez quand même de rendre compte d'un certain sacré du personnage. Et du mythe autour, et de toute la mythologie qui s'est greffée dessus au fil des siècles et des conciles qui lui ont donné des rôles différents. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est d'apprendre qu'au XIXe siècle, l'Église fait un référendum pour savoir si on garde cette histoire de Vierge Marie ou pas. Je ne le savais pas, je l'ai découvert en travaillant sur elle, mais c'est assez inouï. Finalement, elle est très nouvelle, la Vierge Marie. Elle est toute neuve. Donc on pouvait s'en servir comme une image de la représentation féminine qui est tellement manquante, puisque le judaïsme a plein d'images féminines en référence sacrée, en tout cas quelques-unes, même s'il n'en a pas autant qu'on voudrait, nous les filles. Et la chrétienté s'est fondée sur une absence totale d'images de femmes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc il a fallu introduire du féminin pour rendre aux fidèles, aux croyants et aux chrétiens une image identificatoire de femme, parce qu'il n'y en avait pas. Donc elle sert à ça. C'est vraiment la représentation du féminin qui va évoluer au fil des siècles. J'ai été assez sensible à la question que vous posez à un moment donné, quasiment, est-ce que cet enfant aurait pu être une fille ? Parce qu'elle attend, elle attend quelqu'un, et puis bon, ça va être Jésus évidemment, mais bien sûr on se met dans sa peau, et peut-être que c'est peut-être pas Jésus, c'est peut-être une fille. Et alors est-ce que ça aurait pu être une fille ? Ce qui est amusant, c'est que effectivement l'annonce faite à Marie par l'ange Gabriel, que j'essaye de mettre en scène parce que je trouve la scène très belle, il lui annonce qu'elle porte un enfant, donc elle est déjà enceinte, c'est pas autre chose. Et d'ailleurs dans les représentations médiévale et renaissante des peintres, elle est souvent avec des seins très pleins de lait et un ventre avancé de grossesse. Donc c'est pas du tout le Saint-Esprit qui lui fait un bébé à ce moment-là. On est déjà dans quelque chose de plus charnel. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est que elle ne se pose pas. On lui dit le fruit de tes entrailles est béni, tu vas porter un fils de Dieu, un enfant de Dieu. Tout ça est au masculin. Et puis à un moment donné, vers la fin de la grossesse, elle se dit et si c'était une fille ? C'est quand même une question assez rigolote. Non ? Alors Tiffaine Samoyau, je pars de cet exemple pour reprendre un des thèmes qu'il y a dans votre Barthes, le livre que vous avez consacré à Barthes, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il y a à la fois l'élaboration d'une pensée critique à partir de la littérature, en l'occurrence la littérature là c'est les évangiles, c'est tout ce qui est dit sur la Vierge Marie au cours des siècles, et en même temps d'une pensée critique comme littérature. On est exactement là dans une représentation qui a ce double mouvement. Et vous insistez beaucoup, à la suite de la réflexion que vous avez sur l'œuvre de Barthes, sur le fait qu'on puisse à la fois élaborer cette pensée critique comme littérature, comme une forme de littérature, et en même temps une pensée critique comme une littérature.
Oui, alors, la raison en est que la littérature, c'est précisément ce qui fait, bouger, le sens et les représentations. Heu, ce qui inquiète terriblement Barthes, enfin ce qui l'obsède et ce à quoi il s'oppose, c'est toute l'arrogance du sens et l'arrogance du sens telle que le porte le langage, mais aussi l'arrogance des représentations existantes. Parce que la plupart du temps, et là je m'inscrirai un tout petit peu en faux avec ce que disait Daniel Bougnou tout à l'heure, il disait que la représentation ne répète pas. Mais c'est même dans son étymologie. La représentation présente quelque chose qui est déjà là, hein, Absolument. et ça n'est que la représentation littéraire, selon Barthes, mais bon, je suis tout à fait d'accord avec lui, et c'est pour ça aussi que son œuvre m'intéresse. La représentation littéraire, c'est justement celle qui va décaler, qui va inscrire une distance. Alors là aussi, je voudrais revenir sur ce concept de distance ou de distanciation, qui est un concept très fort qu'on retrouve chez aussi les formalistes russes sous le terme d'étrangéisation, enfin qu'on traduit par étrangéisation, et qui effectivement chez Brecht devient la distanciation, ou chez Carlo Ginzburg la bonne distance, hein, et Daniel Boulnou en parlait. Mais maintenant que c'est un concept très politique, justement, qui inscrit une politique de la représentation, maintenant que ce terme de distanciation est devenu prescripteur et qu'il est dans toutes les bouches et dans tous les médias, il perd sa dimension politique. Il va falloir qu'on trouve un autre terme pour parler de ce qu'est exactement cette distance que la littérature apporte à la représentation. Et Sophie Chauveau a tout à fait raison de parler de son sujet en termes de stratification de représentation, à partir de quoi elle fait bouger, elle inscrit une petite différence, et cette petite différence, elle est évidemment de taille, parce qu'elle nous parle à nous contre une arrogance extrêmement forte, qui est l'imposition de cette seule figure féminine par la loi religieuse, par la loi masculine, par la loi patriarcale, comme une femme vierge, hein. Et ça, en effet, ça Erreur, arrive tard dans l'histoire de Marie. erreur de traduction. Mais alors justement, je voudrais reprendre ces trois concepts, étrangéisation, distanciation, et je vais en ajouter un qui est écart. C'est-à-dire que dans le travail que vous venez de publier sur la traduction, vous reprenez ce concept d'écart. J'aimerais que vous me disiez comment vous articulez ces trois concepts, Tiffaine Samoyau. C'est-à-dire comment l'écart, c'est très important pour la représentation. On n'est pas seulement dans la distanciation et dans l'étrangéisation, mais on est aussi dans l'écart. Alors l'écart par rapport à quoi? Par rapport au réel. Par exemple, je pourrais dire que Sophie Chauveau est dans l'écart par rapport à l'Évangile. Elle nous dit des choses qui ne sont pas dans l'Évangile d'une certaine façon, et qu'elle a tiré, elle, de son expérience, de sa création personnelle, et on est bien dans la représentation avec un écart, non? Oui, bien sûr, c'est ce qu'on disait à l'instant, mais elle est surtout dans un écart par rapport à l'interprétation. Donc elle s'inscrit dans des lacunes des évangiles, comme beaucoup de représentations de ces personnages, de ces figures, mais elle inscrit un écart par rapport à une certaine norme de la représentation commune. Et cette norme de la représentation commune, elle existe dans le langage, mais je dirais que le réel, il est aussi un alibi de la représentation. La représentation, elle se donne toujours des alibis qui peuvent être la morale, qui peuvent être le vraisemblable, qui peuvent être le réel, le réalisme. Et c'est quand on s'arrache de ces alibis qu'on produit une représentation véritablement neuve et qui inscrit un écart. Et ça peut être qu'en inventant de nouvelles interprétations, un nouveau langage, en déstabilisant justement l'origine de la représentation. Ça, c'est quelque chose qui obsède Barthes, c'est l'idée que la représentation a toujours une origine et que l'écart, c'est arracher la représentation à son origine. Donc être sa propre origine. C'est d'autant plus vrai que je viens du monde du théâtre et que toute représentation s'appelle une prise de risque, une mise en danger. Ce que vous dites est absolument légitime à cet égard-là aussi. Et alors j'ajoute quelque chose sur la traduction, puisque je consacre mon dernier livre à cela. La traduction, c'est ce qui dérange aussi la croyance dans la stabilité même de l'original ou du texte ou de l'autorité. Et c'est un objet fascinant à étudier parce que précisément, il déstabilise des autorités instituées, y compris celle du texte lui-même, hein, parce qu'il montre justement cette traduction perpétuelle, ce mouvement perpétuel dans lequel s'inscrit quelque chose qu'on croit vrai ou stable de toute éternité, qui peut être un texte, une œuvre, une croyance,
une manière de dire. Et c'est un objet très précieux pour analyser cette insituabilité ou cette façon dont l'autorité peut être déstabilisée. Vous avez cette formule « écrire, c'est voir le langage ». Peut-être on pourrait essayer de cerner cette formule, parce qu'il y a quelque chose dans l'écriture elle-même qui permettrait de prendre cette distance, non ? Alors, je pense que c'est pas moi qui l'écris, ça doit être Barthes qui l'écrit. Oui, mais c'est... Je transcris quelque chose qu'il aurait pu écrire, en tout cas, où il parle à travers moi. Il dit plutôt, maintenant je m'en souviens, il dit « j'ai une maladie, je vois le langage ». Et en fait, s'il considère que c'est une maladie, c'est parce que effectivement le langage l'agresse, parce qu'il voit comment la langue assigne justement des identités, des codes à tout. Et voir le langage, c'est voir le code, voir les signes. C'est de plus jamais être naïf dans son utilisation du langage ou dans sa perception de ces signes. Et donc c'est une maladie parce que voilà, c'est obsédant et que seule la littérature ou l'art, selon lui, peut permettre d'invisibiliser ces codes. Ou de les dépasser, oui. Ou de les dépasser. Alors, il y a un deuxième thème que vous abordez qui me paraît tout à fait essentiel, c'est la découverte de la vulnérabilité. C'est-à-dire, vous expliquez que, au fond, la faiblesse infuse dans nos vies, qui sont régies par un impératif de rentabilité, et qui permet, au fond, d'enquêter sur les différents visages que revêt la précarité de nos humeurs. Et qu'il y a quelque chose dans cette faiblesse qui spécifie la représentation. Oui, alors c'est devenu un thème quand même assez à la mode dans la question de la vulnérabilité. Je dirais qu'elle est devenue une valeur alors qu'elle était considérée auparavant comme une faiblesse. Et il faut vraiment faire attention à ce que cette valeur puisse être politique, parce que ça ne suffit pas, par exemple, de parler de résilience pour faire de la vulnérabilité une valeur politique. Je pense qu'il faut voir la force de la vulnérabilité ou de la faiblesse comme justement étant capable de décaler un petit peu les autorités abusives justement sur les représentations globales que nous nous faisons et en particulier celles qui régissent la vie en commun. Donc ça va au-delà. Pour moi, cette réflexion sur la vulnérabilité, elle va au-delà de la question de la représentation littéraire, par exemple. Elle touche vraiment à la question de la représentation politique. Mais effectivement, je m'intéresse à des objets vulnérables. Alors, on ne peut pas dire que Barthes, ça soit un objet vulnérable au sens où c'est un penseur tout à fait reconnu, mais c'est quand même quelqu'un qui a vécu la vulnérabilité à plein de niveaux. On ne va pas revenir forcément là-dessus. Je me suis intéressée à la traduction, qui est aussi un lieu qui non seulement vulnérable en tant que tel, parce que jamais parfait, jamais toujours à refaire, jamais définitif. Donc c'est cette imperfection de la traduction qui m'intéresse. Mais la traduction, elle rend aussi vulnérable l'original lui-même, comme je le disais tout à l'heure. Et puis maintenant, je m'intéresse, mon nouveau sujet de réflexion, c'est toutes les formes de moindre autorité, c'est-à-dire des lieux où l'autorité est non pas renversée, parce que ça, on en voit toujours les limites de ces renversements, et où elle est moindre. Et en particulier dans un certain nombre des espaces du féminin. Sophie Chauveau, est-ce que vous pourriez dire que vous avez aussi ciblé la vulnérabilité de la Vierge dans ce journal? C'est-à-dire qu'on a à la fois sa vulnérabilité et exactement l'inverse, c'est-à-dire le mythe qui est l'inverse de la vulnérabilité qu'a constitué l'Église. Je crois que quand on s'attache à une figure aussi universelle d'un côté, à une figure aussi immémorielle que la grossesse, parce que malheureusement on est là parce qu'il y a eu des femmes enceintes partout, on est dans cette espèce de rencontre incroyable de la toute-puissance et de la plus grande fragilité du monde. Et c'est cet endroit où ça se réunit qui, moi, m'a intéressée. C'est pour ça que je n'ai écrit que son journal intime de la grossesse. Avant, après, je m'en fous un peu. Ce qui m'intéresse, c'est le moment du danger.
Alors peut-être on peut essayer de réfléchir autour de cette fragilité pour essayer de penser d'une certaine façon la maladie qui avait frappé Roland Barthes, et vous le dites dans votre livre, Tiffaine Samoyau, le conduisait au fond peut-être pas seulement à valoriser la fragilité, mais à prendre en compte cette fragilité comme un élément de description du réel et comme une manière dont le réel se présente à lui. C'est-à-dire faisant partie de la représentation, non ? Oui, alors effectivement, j'insiste beaucoup dans mon livre sur l'expérience du sanatorium. Alors comme il ne se passe pas grand-chose au sanatorium, souvent on passe un peu rapidement sur cette période qui dure quand même pour lui pendant 6 années. 6 longues années qui sont en plus les années de guerre et donc où il est particulièrement, sensiblement affecté par cette distance au réel. Et donc j'ai voulu prendre le temps de parler de ce temps et d'essayer de voir comment ça devenait constitutif. Alors déjà, cette attention, la maladie, c'est un rapport aux signes, c'est un rapport au corps. Le corps malade, c'est un corps qu'on passe son temps à mesurer, à peser, à inspecter des signes du corps qui lui donnent cette espèce d'hypersensibilité aux signes du monde. Et cette hypersensibilité me semble venir, je ne peux pas être totalement déterministe, mais en partie de cette période. Mais il y a d'autres vulnérabilités qui marquent l'existence de Roland Barthes comme penseur. D'abord, il vient d'un milieu plutôt pauvre, donc ça c'est assez rare. Il n'a pas de diplôme, donc il s'inscrit dans l'institution de manière aussi assez vulnérable. Donc il y a la maladie, bien sûr, il y a l'homosexualité, donc il y a un certain nombre de traits comme ça qui définissent des marginalités qui vont donner à son regard sur le monde ce décalage dont on parlait au début, cet écart et cette sensibilité aussi, cette inquiétude face aux arrogances des pouvoirs institués, des pouvoirs dominants, de ceux qui assignent justement des identités toutes faites. Donc son obsession, ça va être de faire bouger ces identités, de refuser que les choses soient noires ou blanches, féminin ou masculin, chaudes ou froides, etc. Et c'est là qu'il institue en valeur ce concept de neutre, qui ne veut pas dire le tiède chez lui, mais qui veut dire justement le complexe ou l'instable. Un synonyme de neutre chez Barthes, ce serait le complexe. Alors peut-être on peut se préciser qu'est-ce que c'est que ce concept de neutre et pourquoi c'est si important à vos yeux ? Parce que précisément le neutre, c'est une force qui permet de circuler sans cesse, d'être toujours en mouvement entre un pôle négatif et un pôle positif. C'est ce qui empêche qu'on se stabilise au positif ou au négatif. En physique, c'est la fonction du neutre, et il va la reprendre pour parler des représentations, justement, pour introduire ce mouvement permanent qui a été présenté par Daniel Bougnou sous le nom de différence, d'après Derrida, mais c'est assez proche, c'est-à-dire que le concept de neutre chez Barthes, il a la même fonction que le concept de différence chez Derrida. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est le bouger de la représentation, son écart, son mouvement, et qui est extrêmement important pour ne pas s'en tenir à l'opinion, à des idées toutes faites, à des idéologies. Voilà. Sophie Chauveau, comment est-ce que le neutre est à l'œuvre dans le portrait que vous nous faites de la Vierge dans son journal ? Écoutez, c'est une question que je ne m'étais pas posée, donc je n'ai pas de réponse à cette question. J'ai au contraire une typologie très marquée des sexes, des genres et des fonctions, parce qu'on est dans une société terriblement marquée par, d'un côté les Esséniens, de l'autre côté les Galiléens, de l'autre côté ceux de Jérusalem, de l'autre côté les Romains, qui sont quand même une oppression permanente, puis les Grecs, qui les représentent un peu, et voilà. Donc on a peu de liberté pour le neutre, sinon je pense, et c'est pour ça qu'elle est importante, cette Vierge Marie savante, fille de rabbin, dans l'étude. C'est le lieu du neutre où on se rejoint dans l'étude. Je pense que c'est l'endroit où le développement judaïque se fait à ce moment-là. Elle ne sait pas grand-chose par rapport à ce qu'elle est, par rapport à ce qu'elle représente, la Vierge Marie. Elle ne sait pas ce qu'elle est, d'une certaine façon. Pas qu'elle va devenir, surtout parce que personne ne le sait encore. Il va falloir non, mais je suis d'accord. Mais
Non, je veux dire que le neutre est présent en cela qu'il y a toujours, dans le journal que vous avez fait, une espèce de point d'interrogation sur, au fond, ce qui va lui arriver. Alors peut-être c'est le cas de toutes les femmes enceintes, avant d'accoucher, de savoir si quelque chose... Qu'est-ce que c'est qui va venir? C'était toutes les femmes enceintes attendent le bon Dieu d'une certaine façon. Toutes les femmes enceintes sont sûres de porter un messie ou quelque chose de cet ordre-là. Donc, comment ça se passe quand c'est la vraie qui le porte vraiment? C'est ça qui était rigolo. Donc, moi, je ne vois pas beaucoup de neutralité, ni de neutre, ni d'absence de typologie. Elle est vraiment très insérée dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de neutre. Est-ce que vous ne croyez pas que la représentation, de toutes les façons, fait pénétrer l'altérité? Dans votre livre sur la traduction, Tiffaine Samoyau, vous insistez beaucoup sur traduire, c'est théoriquement dominer. Et puis en fait, finalement, si on traduit vraiment, on ne domine pas la langue d'origine, mais on réécrit d'une certaine façon, et en conséquence, on est dans la compréhension de l'altérité complète. Et cette compréhension de l'altérité, est-ce que ce n'est pas finalement la vraie représentation? En tout cas, c'est sans doute sa quête, mais voilà, c'est une quête complexe et toujours à refaire. Donc la traduction, elle est vue comme rencontre de l'autre langue, l'autre culture, l'autre texte. Donc il y a eu toute une éthique de l'altérité qui a été appliquée à la pensée de la traduction. Moi, ce que je veux dire, c'est que cette pensée de l'altérité, elle s'accompagne très souvent aussi de violence et de domination. C'est-à-dire que voilà, il y a un mouvement justement qui peut très très vite renverser une pensée juste de l'altérité en tentative, parfois inconsciente, de domination. Donc, j'ai voulu réintroduire cet élément de violence à l'intérieur de toute traduction. Mais évidemment, la recherche, elle doit être d'aller à cette rencontre de l'altérité sans la défaire. Sophie Chauveau, est-ce que vous pensez que vous avez été violente avec les représentations de l'autre, telles qu'elles étaient jusqu'ici concernant la Vierge Marie? Et est-ce qu'au fond, vous avez construit quelque chose qui est dans le respect de l'altérité? Ou bien est-ce que ça a été perçu comme une violence faite à la Vierge par certains croyants attachés à l'image traditionnelle de la Vierge Marie? Oui, j'ai été perçue comme quelqu'un de blasphémant, alors que pas un instant je n'ai blasphémé. J'ai juste restitué la Vierge Marie dans un univers qui est le sien. C'est une petite juive, fille de rabbin, très solidement attachée au fait où il faut se rendre au temple, ça prend une semaine, il y en a 5 par an, il faut y aller chaque fois. Donc elle a une structure judaïque très forte, et en plus, elle est enceinte, et en plus, je la fais accoucher réellement dans son journal, bien sûr. Et là, on est dans une image insupportable aux croyants. Il faut qu'elle soit un pur esprit. Donc, moi qui ai voulu vraiment, avec une certaine tendresse presque maternelle pour ma petite Vierge Marie, lui rendre cette chair, c'est en cela que j'ai violé les consciences des gens, des croyants. Ce que je ne pensais vraiment pas au XXIe siècle arriver à faire. Très honnêtement, je ne m'y attendais pas. Tiffaine Samoyau, est-ce que vous ne croyez pas qu'il vous arrive, lorsque vous pensez la traduction, quand on traduit un texte, au fond, malgré la volonté de respecter l'altérité, d'être quand même violent? Oui, il y a toujours une violence, ne serait-ce parce qu'on arrache le texte à son origine, mais c'est aussi peut-être, et à sa langue, mais c'est peut-être aussi en cela qu'inversement, on lui redonne une vie, on lui redonne un mouvement. Je pensais en écoutant Sophie Chauveau à quelque chose que disait Henri Méchonic lorsqu'il traduisait la Bible, et c'est aussi c'est un grand théoricien de la traduction. Il disait: j'ai voulu réhébraïser la Bible, l'arracher à sa traduction chrétienne. C'est exactement ce que Sophie Chauveau a fait avec Marie dans sa fiction. C'est-à-dire elle la réhébraïse aussi, donc elle la sort d'une traduction précédente pour lui redonner. Alors c'est jamais une vérité définitive. Voilà, il y aura d'autres représentations. Il y aura d'autres représentations de cette figure.
Mais vous savez, comme Méchonic était critiqué pour ses traductions, qu'on disait incompréhensibles et qu'on disait insupportables, et que sa réhébraïsation ne passait pas. Alors c'est surtout celle de Chouraki qui ne passait pas parce qu'elle était très très littérale. Celle de Méchonic est mieux passée parce qu'elle est plus poétique. Alors sauf ce qui est moins bien passé, c'est ces traductions justement alors là, on voit bien ce que c'est qu'une représentation et un code. Hein. C'est-à-dire que le fait qu'on ait la tradition et inscrit, par exemple, le Cantique des Cantiques dans le mot Cantique des Cantiques. Quand il propose le chant des chants, ça apparaît comme blasphémateur, alors que c'est tout à fait juste comme traduction. Et là, c'est un bouger qui apparaît comme inacceptable, parce que précisément, certaines traductions se sont inscrites comme des dogmes. Merci à toutes les deux. Alors je rappelle que Tiffaine Samoyau est l'auteur de Traduction et violence et de cette biographie de Barthes notamment, et que Sophie Chauveau est auteure de très grand nombre de livres, mais aussi d'un journal de grossesse, donc de la Vierge Marie, aux éditions Télémac. La représentation, troisième partie, notre grand témoin est François Julien. François Julien, philosophe, helléniste, sinologue. Vous avez déployé votre travail entre les pensées de la Chine et de l'Europe. Il y a le détour et l'accès, il y a la stratégie du sens en Chine, en Grèce, un sage et sans idée, l'autre de la philosophie, et titulaire de la chaire sur l'altérité de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Vous êtes sans doute un des penseurs contemporains les plus traduits du moment et en même temps les plus importants. Comme j'ai contribué à un petit livre vous concernant qui s'appelle La dissidence de François Julien avec Nicolas Martin, qui a été publié au Seuil, j'ai pu faire le bilan de cette période très importante où vous nous avez emmenés en Chine et fait le détour par la Chine pour revenir vers l'Occident. Et puis, depuis 10 ans, vous avez développé une importante philosophie de l'existence qui a commencé avec un livre qui s'appelait Une seconde vie chez Grasset. Et puis, vous venez de publier De la vraie vie aux éditions de l'Observatoire. Alors, j'ai l'impression que c'est une philosophie du vivre que vous nous proposez. D'ailleurs, vous avez un livre qui s'appelle comme ça, La philosophie du vivre, qui s'est constitué en recourant, je dirais, à des notions comme l'écart, dont nous avons parlé dans cette émission, l'inouï ou la décoïncidence pour saisir la vraie vie. La vraie vie telle que vous la représentez. Alors, d'une certaine façon, est-ce que cette notion est une représentation, elle aussi, ou bien est-ce que cette notion colle à la réalité ? C'est-à-dire, est-ce que cette notion, on va voir ce que c'est cette notion évidemment, mais est-ce que ce n'est pas une représentation de plus, la vraie vie ? Non, le projet qui est le mien, c'est justement de retirer ce terme à l'argumentation pour en faire un concept de combat, un concept, disons, qui justement s'écarte de tout ce qui est l'argumentation et qui peut devenir le factice, le pseudo, la pseudo-vie, pour faire réentendre l'inouï de ce qui se pensera comme la vraie vie, mais je ne prends pas dans le sens de la vraie vie, l'expression, disons, platonicienne qui a été celle de la métaphysique, mais justement, par écart avec cela, pour faire paraître la vie, non pas comme ce qui serait la vérité sur la vie, mais au contraire, l'effectif de la vie. Donc ce qui ouvre un écart par rapport à tout ce qui recouvre la vie, et qui donc nous empêche d'y avoir effectivement assez. Donc c'est une opération, si vous voulez, de découvrement, pas de découverte, mais de découvrement, retirer ce qui couvre la vie, et évidemment, l'argumentation, en tout cas dans sa forme médiatique, disons, collective, est souvent quelque chose qui recouvre la vraie vie. Alors, vous partez de cette réflexion d'Adorno dans Minima Moralia, où il écrit « La vie ne vit pas ». Ça veut dire au fond que la vie que nous voudrions mener ne cesse de nous échapper et de nourrir au fond nos regrets. Et pour vous, vous nous expliquez que la vie est entassée de jour en jour sous une lourdeur invisible, cette lourdeur invisible qui nous empêche au fond de trouver la vraie vie dont parlait Rimbaud. Rimbaud disait « la vraie vie est absente », et vous le citez dans cette expression, « nous ne sommes pas au monde ». Donc il faudrait être toujours au monde. Et moi je voudrais essayer de voir avec vous, qu'est-ce qu'il y a dans cette intention que vous avez
d'être au monde. On va voir après tous les gens qui ne sont pas au monde, les fausses réponses, les fausses vies, tout ça. Mais attendez, pas les fausses vies, la vraie vie d'abord. La vraie vie. Qu'est-ce que ça veut dire, cette pulsion que vous avez d'être au monde? Alors, d'abord, la phrase autour de laquelle je tourne un peu, enfin, autour de laquelle tourne Adorno, qui n'est pas de lui, mais qui cite en exergue, la vie ne vit pas. Une très belle formule, das Leben lebt nicht. La vie ne vit pas, c'est-à-dire qu'au fond, il y a une sorte de contradiction interne à la vie, qui est que la vie, on croit qu'elle vit, ça va même de soi, ça coule de source. Ben non, justement. Quel est ce négatif au sein même de la vie? Alors, je crois justement, c'est par rapport à ça que la pensée de l'écart, que, disons, la volonté de, justement, ne pas être dans le recouvrement de la vie, s'entend. Alors, être au monde, c'est la formule aussi qu'apporte Lévinas. Quand il ouvre ce magnifique Totalité infinie, il commence par la formule de Rimbaud, mais nous sommes au monde. Et pour, justement, exprimer que la vraie vie est absente, oui, mais ce n'est pas pour ça qu'elle serait ailleurs. Non, au monde, nous sommes au monde. Donc il ne s'agit pas de reporter la vraie vie dans un ailleurs, le geste platonicien, sans doute utile dans ses débuts, mais disons, qui a été quand même l'appui de la métaphysique, donc d'une évasion du monde, pour penser au contraire, la vraie vie est absente, mais nous sommes au monde, donc cette vraie vie que nous devons penser, que nous devons promouvoir, il faut la promouvoir, non pas dans un report, mais dans l'effectif, dans l'émergence même de la vie. Ça veut dire qu'au fond, il faut être tout le temps dans l'invention. Et si j'ai bien compris votre livre, on part de l'émotion pour inventer, on essaye d'être remué par l'émotion, c'est le sens étymologique du terme, et ensuite on existe, c'est-à-dire on sort de soi, exister, sortir de soi, on sort de soi pour tout le temps innover. Mais il n'y a pas des moments où c'est fatigant d'innover? Ah si, là-dessus, tout ce qui est inquiétude, sortie du repos, non-repos, tout ce qui est essor, émergence, donc aussi découvrement de ce qui recouvre, si, c'est épuisant, mais c'est cet épuisement-là qui est vivre, à mon sens. Vivre, c'est vivre cet épuisement, et après on en meurt. Mais disons, c'est dans ce geste, donc, disons, de défaire tout ce qui recouvre, enlise, résigne, aliène nos vies. Donc c'est ce dé du défaire, ce dé donc de décoïncidence. C'est ce dé actif. Alors évidemment, aller à rebrousse-poil 2, à contre-courant 2, etc., oui, bien sûr, mais c'est ça l'activité de vivre. C'est pas du tout... donc effectivement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'écart, de la révolte, enfin, tous ces termes-là convergent pour dire du refus, de la résistance, parce que la vraie vie, elle n'est pas ailleurs, ce n'est pas une autre vie, ce n'est pas une vie idéale. Non, c'est dire non à ce qui enlise, aliène notre vie. Donc c'est dire non à la non-vie. François Julien, je vais être très méchant. Quand vous expliquez qu'il s'agit de retrouver un sens neuf à nos survies quotidiennes, quand vous répétez ce qu'il y a dans ce livre et que vous redites ce que moi j'ai lu dans De la vraie vie, vous avez dû le dire déjà à je ne sais combien de journalistes, vous avez déjà dû le dire à je ne sais combien d'amis, vous n'êtes pas dans la vraie vie, vous êtes dans la répétition. Non, pas du tout. Pas du tout parce que je parle à vous. Donc je parle maintenant. Si j'avais été derrière l'écran, ça peut-être été différent. Mais là, non, je parle à vous maintenant, à ce moment-ci, ici. Donc je suis venu. Bon, donc non, au contraire. Parce que je m'adresse, c'est une parole. Et la parole, elle n'est pas répétitive. Ma mémoire ne fonctionne absolument pas là. C'est pas ma mémoire qui parle. C'est moi en parlant à vous, en m'adressant à vous. Ça, c'est la parole. Donc vous recréez dans le présent. Je suis à vif maintenant. Vous voyez bien quand je vous parle et quand je vous regarde. Donc, ce n'est pas du tout de la répétition. Moi, je ne me suis jamais ennuyé quand je fais cours. Je ne m'ennuie jamais. Parce que je parle à un public, parce que c'est in presentia, parce que, disons, il y a quelque chose de à vif. Et justement, ce que je veux dire maintenant, ce que nous disons maintenant, ne reprend pas ce qui a été dit précédemment. Ce n'est pas seulement que je le formule différemment, c'est que la situation et le moment où j'en suis aussi de ce que je pense du livre que j'ai écrit, parce que chaque jour, je m'écarte de mon livre aussi. Donc, je n'ai pas la même distance à l'égard de mon texte aujourd'hui qu'il y a un mois, ou que quand je l'ai écrit. Donc, si vous voulez, je crois que la vie, ce n'est pas la révolution permanente. La vie, c'est la capacité de vivre. C'est justement de faire réémerger, rouvrir du possible. Et ça, je crois que nous faut maintenant. Donc, en fond, votre intérieur brûle à partir du moment où il est en direct et où quelqu'un d'autre de neuf vous écoute et qu'en conséquence, vous retrouvez des mots et vous réinventez les mots qu'il faut pour peut-être dire des choses qui sont
très proches de ce que vous avez écrit, mais qui en fait vous permettent de vous exprimer de façon originale quand même. Oui, parce que si vous voulez, moi je n'interviens pas en général si c'est à partir de mes livres. Donc il y a une trame avant, une trame écrite, un travail que j'essaie d'élaborer avec autant que je peux de précision et de netteté. Et ça, c'est la phrase écrite. Mais maintenant, si je parle de mon livre, j'improvise. Je suis dans autre chose qui est une parole. Et une parole qui n'est pas... Quand on écrit pour n'importe qui. Je veux dire, on ne pense pas à quelqu'un à qui écrire, ce n'est pas une lettre, c'est un livre. Donc, on n'est pas dans l'adresse. Mais par contre, quand nous sommes en vis-à-vis, en face à face, comme dirait Lévinas, bien si, je parle à vous. Donc là, il y a une figure de l'autre. Et donc, si vous voulez, il y a quelque chose qui, dans le rapport à l'autre, fait émerger et oblige même, disons, à improviser. Je retrouve une initiative décalée, écartée de ce qu'a été mon livre quand je l'ai écrit. Alors évoquons les fausses vies, la marchandisation du bonheur et tous les textes qui vous disent comment être heureux, comment vivre en étant heureux. Aussi l'abstraction, parce que vous avez évoqué Platon tout à l'heure, les idées au fond sur la vie qui seraient des abstractions continuelles, qui ne seraient pas référées à un concret. Le vitalisme aussi, que vous écartez en disant exalter la vie pour elle-même, comme le fait Nietzsche, c'est pas votre affaire. Et essayons de cerner ce que c'est réellement la vraie vie. Est-ce que c'est forcément bousculer les structures de la vie que j'ai jusqu'ici? Je veux dire par là que vous évoquez dans des exemples le fait, par exemple, et ça m'a touché évidemment, de changer de femme, de changer de conjoint. Et bon, pour ma part, ça fait 53 ans que je suis avec la même conjointe, j'ai pas du tout envie de changer. Je suis désolé de vous le dire, mais j'ai l'impression que la vraie vie se réinvente toute continuellement, quand même, bien que je sois avec la même. Et vous évoquez le fait qu'il faut avoir une seconde vie. Non, non. Ah bon. Là, je vous arrête. D'abord, on ne dira jamais assez ce qui est la non-vie véhiculée par les marchands du bonheur. Ça, je crois que c'est quand même essentiel, il faut le dire aujourd'hui, il faut le dénoncer. Parce que c'est quand même ce qui occupe les librairies, c'est ce qui occupe tout l'espace public et qui est un recouvrement massif. Donc ça, je crois qu'il faut le dire, et il faut le dire aussi sur le plan politique, de qu'est-ce que c'est que ce recouvrement organisé dont les éditeurs sont complices, la presse aussi, et qu'il faut donc dénoncer parce que c'est rien. C'est donc un recouvrement pour rien. D'autre part, dans ce qui est les non-vies, ou disons, ce dont je veux m'écarter en parlant de la vraie vie, pour en faire un concept de combat, c'est effectivement la version, disons, métaphysique, mais en même temps, tout en étant reconnaissant à Platon d'avoir inventé la formule. C'est dans le Tête-à-Tête, quand il parle de la vraie vie, bon, il a quand même osé penser cette expression, et d'autant plus qu'il sépare deux vies. La vie factice, puis la vie qui est vraie. Alors c'est vrai que cette vie vraie, il la reporte ensuite dans l'au-delà. C'est là qu'il y a une chute métaphysique dont on peut se défier. Et l'inverse, disons pour aller vite, la position nietzschéenne, qui est de penser une sorte d'immanence brute, n'est-ce pas, ou d'exubérance de la vie immédiate, du oui à la vie. Après avoir été l'âne et le lion, on est l'enfant qui dit oui, n'est-ce pas, bon. Que je trouve, si vous voulez, s'enfermer dans le vitalisme, parce que vivre en tant que tel n'est pas éthique. Ce qui est éthique, c'est la vraie vie. Parce que vivre, je suis dedans. Je suis immédiatement dedans. Depuis que je suis vivant, je suis déjà engagé dans la vie. Donc ce n'est pas vivre qui est éthique, c'est la vraie vie. Et je crois que c'est important, qu'on peut rappeler aujourd'hui en temps de Covid ou de déconfinement maintenant, c'est que toute la période récente, dans laquelle on est encore, tend à confondre le vital et le vivant. Or, je crois qu'il faut distinguer les deux. Le vital, bon, c'est la survie, c'est important comme tel, mais on sait que le contraire du vital, c'est la mort. Quel est le contraire du vivant? C'est la non-vie. C'est là que l'expression d'Adorno est précieuse. Donc la non-vie. C'est ça, donc il ne faut pas, si vous voulez, rabattre le vivant en vital. Et le concept de vraie vie vient justement proposer un concept éthique à ce que vivre en lui-même n'est pas, parce qu'il n'est pas éthique. Alors maintenant, par rapport à ce que vous me disiez concernant l'épouse. Alors d'abord, j'en parle pas dans ce livre-là. C'était à propos de la seconde vie. La seconde vie. Mais qu'est-ce que je dis? Je dis qu'on peut faire l'un ou l'autre. Ah non, là, le chapitre, il commence comme ça. C'est un chapitre, effectivement, sur second amour. Mais le second amour, je le conçois très bien au sein du même amour.
C'est pas changer de femme. On peut changer de femme. Ça peut être. Mais ça peut être. Je pense que de toute façon, il y a un changement essentiel, ce qu'on appelle secondarité, ce qui vient en second, ce qui vient après. D'abord, second, ça ne signifie pas. Deuxième, c'est pas. Second est un terme beau en français parce que ce n'est pas du numéral. C'est secondo, ce qui suit. Ce qui suit. Comme on dit Seconde République. Il y a première, seconde, troisième, quatrième. Pourquoi la seconde, pas la deuxième? Parce que ceux qui ont fait la Seconde République, en 1948, des gens qui se mettaient sous la Première République. Donc second, ça signifie ce qui suit et qui s'en décale. Alors je pense que dans toute relation amoureuse, eh bien, en cours de vie, il y a un premier moment qui est le moment de la rencontre première, de l'érotisme comme ça, exubérant de la jeunesse, etc. Et puis ça s'épuise. Bah, peut-être qu'il faut changer de partenaire. Soit ça se renouvelle, ça s'écarte, ça décoïncide de ce qui pouvait être une sorte de coïncidence du couple, comme ça, fermé sur lui et s'épuisant. Et donc, au sein même de la relation, qui est la même relation, s'ouvre un écart qui redonne l'initiative et d'autres choses, parce que je pense que ce qui s'ouvre dans le second temps de l'amour, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'accès à l'intime et à l'infini. Donc l'intime, l'infini, c'est donc... Vous préférez l'intime à l'amour. Vous insistez beaucoup sur le fait que ce qui est intéressant, c'est d'être intime avec quelqu'un. Et parce que l'intime, c'est quoi? L'intime, je crois que c'est cette chose exceptionnelle. Qui ne déçoit jamais. Qui ne déçoit jamais parce qu'on arrive à... on sort l'autre des rapports de force. Et on sort l'autre aussi de ce qu'on projette sur lui. Pour moi, c'est deux définitions de l'intime. C'est que dans la vie courante, on est dans des rapports de force. Et on est aussi dans des projections sur l'autre. Mais être intime avec quelqu'un, si on prend bien ce terme dans sa rigueur, c'est qu'on peut ne plus projeter sur lui et le retirer des rapports de force qui font le monde. Donc je crois que c'est quelque chose qui n'est pas lié au changement de partenaire, pas du tout. C'est simplement qu'en cours d'une relation, si on veut que la relation ne se rabatte pas, si on veut qu'elle reste rencontre, avec ce contre de la rencontre, mais de tension, eh bien je crois que soit ce qui a été la première logique amoureuse va vers son épuisement, dans ce cas-là, on peut changer de partenaire, mais de toute façon, ça ne changera pas le problème. Le problème, c'est comment, au sein d'une relation, au sein d'une rencontre, se rabattant en relation, pouvoir s'en écarter, s'en décaler, décoïncider de ce qui a été vécu précédemment pour ouvrir du possible. Et je crois que ce possible précieux du second temps, de la seconde vie, dans la relation amoureuse, comme on dit, eh bien, c'est la découverte de l'intime, et dans l'intime de l'infini. Alors je vais vous reposer ma question du début à laquelle vous n'avez pas bien répondu, me semble-t-il. Est-ce que vous n'êtes pas là dans une représentation de l'intime par rapport à l'amour? Vous dites qu'au fond, l'amour, par exemple, je prends cet exemple parce qu'il est très intéressant, c'est à la fois du désir et en même temps, quand le désir est satisfait, de la déception. Vous nous montrez désir et déception, comment ils sont mêlés. Et vous opposez à cela l'intime, qui serait un état de... Mais on est toujours dans la représentation. On est la représentation mais si, on est dans la représentation d'une relation. Vous avez substitué une représentation à une autre représentation et vous dites, ça y est, je suis dans la vraie vie avec cette nouvelle représentation. Alors, non, je suis désolé de vous décevoir, mais je ne vais pas faire le procès de la représentation qui a été si bien, disons, mise en valeur précédemment. Mais c'est vrai que les concepts que j'essaie d'élaborer sont des concepts limites. Intime, vraie vie, c'est donc des concepts qui décoïncident justement de la conceptualisation et qui ont chaque fois comme souci justement de faire brèche, introduire une effraction dans la représentation pour justement défaire, fissurer le recouvrement par la représentation, le recouvrement idéologique. Donc quand je parle de l'intime, non, c'est justement pour introduire comme ça, un coin dans la représentation qui ne cesse de recouvrir l'effectif du vivre. Donc, son intime, vraie vie, c'est tout pour moi des... Donc, on n'est pas dans la représentation. Non, on cherche à enfoncer un coin qui fissure la représentation, qui la fissure, et qui permet donc justement de voir dessous ce qu'il y a, c'est-à-dire sous le recouvrement, eh bien, fissurer ce recouvrement pour ce qu'on appelle souvent entrevoir sous le recouvrement quelque chose qui soit à vif, en essor, émergent, bref, qui soit dans cette initiative qui, je pense, quand on est dans un rapport amoureux guillemets, n'est-ce pas, et ce qui fait la rencontre, si vous voulez, c'est justement, on parlait à l'instant de ce que je me répète, non, parce que quand il y a rencontre, on brise
oui, au moins on fend, on fissure, on ébrèche, si vous voulez, ce recouvrement que l'argumentation organise de façon générale. En fait, vous pensez que refuser de coïncider avec une conformité nous conduit à se décoïncider de nous-mêmes. Alors, je voudrais, qu'est-ce que c'est se décoïncider de nous-mêmes? Ça veut dire ne plus être totalement nous-mêmes, c'est-à-dire aller vers la vraie vie et aller vers quelque chose qui nous permettrait d'inventer, donc d'avoir des émotions qu'on n'a jamais ressenties, ou bien alors avoir des émotions qu'on a déjà ressenties et qu'on va ressentir différemment pour les penser différemment. Alors je pense que ce terme de décoïncidence, j'y tiens d'abord pour ce dé, du défaire. Je crois que nous ne cessons de faire de la coïncidence. On s'adapte, on assimile la connaissance, même c'est ça aussi. L'évidence cartésienne, c'est la parfaite coïncidence de l'esprit de la chose. Donc, vivre dans, disons, c'est cesser de verser dans la coïncidence. Et je pense qu'il y a quelque chose, justement, qui est éthique, qui est d'aller à l'encontre de cela pour décoïncider. Et je tiens à ce terme parce qu'il ne s'agit pas d'attendre une rupture comme ça qui viendrait d'un quelconque miracle. Il s'agit simplement du dedans même de la coïncidence, d'ouvrir, de là encore je prends ce terme, fissurer, décaler, ouvrir un écart qui fasse que du dedans même de la coïncidence, on puisse progressivement s'en écarter, faire bouger ce qui coïncidait si bien et qui donc s'endormait, s'étalait dans une positivité molle ou mortelle, pour remettre cette capacité d'émergence, d'initiative. Et c'est ça qui me paraît essentiel. Alors oui, on décoïncide pas seulement à l'égard des conventions, l'ensemble du discours ne cesse d'être embrassé de la coïncidence. L'opinion, c'est ça, c'est de la coïncidence généralisée. Il ne faut quand même pas oublier que la notion de vérité, que traditionnelle en philosophie, c'est quand même l'adéquation de la chose et de l'esprit, donc de coïncidence. Donc je crois que justement, il y a une stratégie, et moi je tiens à ce terme de stratégie, d'écart, c'est-à-dire de décoïncidence, c'est-à-dire de... c'est pas fracassant, c'est discret au départ, mais du dedans même de la coïncidence, eh bien la fissurer pour que du possible à nouveau puisse émerger. C'est ça qui est en jeu. Et ça, je crois que c'est vis-à-vis du monde, vis-à-vis de soi. Alors, vous dites, est-ce qu'on décoïncide de soi? Oui, mais en même temps, soi n'est pas fini. Soi n'est pas sous chape. Soi, c'est quoi, soi? C'est justement ce mouvement-là. Il n'y a pas de soi si je n'ai pas d'identité de moi-même. Je n'ai pas, si vous voulez, une essence de moi-même. Donc, si vous voulez, je me méfie de tout ce qui serait en soi. Je crois que soi, justement, c'est être dans cette décoïncidence avec un certain soi-même qui est déjà figé, qui est déjà enlisé, pour ouvrir du possible. Alors, il y a un mot de vous qui m'a aidé bien à comprendre la différence entre la vraie vie et la fausse vie. Et les fausses vies, c'est se résigner. Ça nous arrive très souvent aux uns et aux autres à nous résigner devant le fait que la vie devient toujours identique, etc. On se résigne. Et vous nous dites, non, attention, la vraie vie, justement, c'est refus de résigner, de se résigner. Ça commence là. La dérésignation. Voilà, dérésignation. Alors, on va essayer de voir comment on se dérésigne. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous évoquez quand même la stratégie de l'émotion. Une émotion qui ne dépendrait pas de moi, une émotion qui me porterait hors de moi. Peut-être on peut parler de cette émotion. Qu'est-ce qui caractérise cette émotion? Est-ce que c'est... Alors vous citez l'art, en disant que l'art stimule l'émotion. Enfin, dans la vie, on ne rencontre pas tous les jours l'art, donc il faut être ému par autre chose éventuellement. Alors ému par quoi? Par l'innovation évidemment. Mais dites donc, il faut être vachement attentif pour ça. Oui, alors d'abord, je vous remercie à ce point de la dérésignation, parce que ça commence là. Oui. Je pense que, si vous voulez, c'est là qu'on bascule. Soit, si on commence à se résigner, on a pris la vie du couple tout à l'heure. Bon, c'est vrai que la vie du couple nous conduit assez aisément à la résignation, même temporaire. Et je crois que là, se dire, mais il y a un danger, c'est que, même si ça paraît véniel ou anecdotique ou disons secondaire, non, parce que quelque chose commence à basculer qui va ensuite porter à l'enlisement, à l'aliénation, enfin tout ce qui serait fausse vie beaucoup plus manifeste. Mais je crois que c'est important et il me semble que... Alors moi, je ferai intervenir l'émotion beaucoup plus à l'égard de l'enlisement que de la résignation. Parce que l'enlisement, je crois que c'est la suite de la résignation. D'abord, on se résigne, c'est-à-dire qu'on rabat. Et tout mon projet, c'est justement de penser une éthique du non-rabattement.
Donc on rabat, et rabattant, évidemment, on s'enlise. Ça, c'est la conséquence. Hein. On se résigne d'abord dans un rapport dans un couple, et après, bon, voilà, après on s'enlise dans le conformisme du couple et les matins qui se ressemblent les uns aux autres. Bon. Et je crois justement que l'émotion intervient plutôt par rapport à l'enlisement, parce que ma vie s'enlise, toute vie s'enlise. Simplement, l'émotion, c'est justement cette mise en mouvement qui vient du dehors. Je ne dois pas produire moi-même mes émotions. Ça, c'est essentiel. C'est donc le monde, comme vous disiez tout à l'heure en commençant, c'est le monde qui me désenlise. Et là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accueille ce désenlisement? Est-ce que j'en tire parti? Ou est-ce que je le néglige? Je crois donc que l'émotion, alors l'émotion, elle est très fréquente. C'est notre fermeture à l'émotion qui est aussi très fréquente. Mais l'émotion, elle vient très aisément. Je veux dire, regarder le ciel, se promener dans la rue. Les sources d'émotion, elles sont multiples et, je dirais, continues. Le problème, c'est que nous n'avons pas de capacité à nous émouvoir chaque fois. Hein. Mais le spectacle de la rue est constamment émouvant. Alors justement, ça veut dire quand même, en vous lisant, je me suis dit ça, c'est qu'il faut être tout le temps attentif. Il faut être tout le temps dans l'attention. Vous savez, Simone Veil expliquait beaucoup que l'attention était une question absolument essentielle et fondamentale. Et là, je l'ai retrouvé chez vous. C'est un très beau point de sa philosophie. Même si vous n'avez pas cité Simone Veil, mais cette attention qu'on a, si vous voulez, qui fait vigilance. Que... Moi, je distinguerais un peu l'attention telle que Simone Veil l'a décrit, notamment l'attention de la prière, par exemple. Elle en parle très bien, mais elle dit que ça peut se faire dans les études. De ce qu'elle appelait la vigilance, qu'il n'y ait pas seulement le braquage d'attention, qu'il y ait, disons, cette sorte de suspicion, détection à l'égard de ce qui fait signe ou qui déjà nous donne à penser que, bah oui, il y a de la résignation, il y a de l'enlisement, il y a de l'aliénation qui viennent. Donc ça dit, à ce point, je pense une éthique stratégique. Et cette stratégie, on me l'a souvent reproché. Mais pourquoi stratégique? Parce que c'est justement cette vigilance qui est... Mais parce que la non-vie, elle ne cesse de nous tomber dessus. Donc, c'est notre pire ennemi. Donc, il faut être vigilant au moindre, disons, comme ça, fléchissement, enlisement, aliénation, qui doit donc... pour essayer de quoi? Parce que la vraie vie, c'est quoi? C'est dire non à la non-vie. Et donc, c'est qu'il y a une sorte de retombée de la vie, de rabattement de la vie qui est dans le fait même de vivre. Et donc, aller à l'encontre de cela, c'est justement dans cette vigilance à tout ce qui commence à défaillir et dont on se dit, non, là, je perds. Alors, vigilance et en même temps, attention et en même temps, pensée. Parce qu'à partir de là, on débouche sur la pensée. Il faut que cette attention débouche sur une pensée nouvelle, une pensée innovante, non? Oui, c'est ce qu'elle appelle l'inouï. L'inouï, parce que l'inouï, c'est un terme que je trouve précieux dans la langue, très beau mot français, inouï, n'est-ce pas? Beau mot de Rimbaud. Les premiers textes de Derrida sont aussi martelés à coups d'inouï. C'est un terme qui ose. Et en même temps, inouï signifie qu'on n'a pas encore oui. Et pourquoi on n'a pas encore oui? Pas parce que c'est extraordinaire, ou merveilleux, ou je ne sais quoi, rare, exceptionnel. Non, pas du tout. C'est parce que nous n'avons pas oui, parce que nous sommes encore dans les cadres constitués de notre perception et de notre intelligence. Donc, nous n'entendons pas l'inouï parce que, non pas qu'il soit encore une fois rare, exceptionnel, lointain, c'est parce que simplement notre cadre d'expérience constitué et de perception et de compréhension est un cadre qui nécessairement est plus ou moins figé, déjà installé. Et donc l'inouï, c'est fissurer de nouveau ce cadre déjà installé de perception et de compréhension pour entendre quelque chose qui, jusqu'ici, ne s'entendait pas. Donc c'est là qu'il y a cette vigilance, mais ce qui me paraît important, c'est que la vraie vie, effectivement, est inouïe. Et notre question, c'est vivre à hauteur d'inouï. Alors, il faut être, pour ce faire, dans une atmosphère de tension permanente. Donc, tout le temps à l'affût de quelque chose qui peut advenir et à partir duquel on peut être ému et ensuite penser. Oui, mais je crois que c'est... Vous savez, la grande phrase de Bichat, quand il dit que vivre, c'est résister à la mort. Donc, la mort du vital, comme la mort du vivant, la non-vie. La non-vie, la pseudo-vie, la vie factice, la vie, on croit qu'on vit, mais on ne vit pas. Donc, effectivement, c'est une position de résistance. Ça, c'est essentiel, où il faut défaire, décoïncider, désenliser, dérésigner, en fait, tout ça. Et je pense que vivre, c'est effectivement dérésigner sa vie. C'est désenliser sa vie. C'est désaliéner sa vie. Et je dirais déréifier sa vie. C'est-à-dire qu'elle soit plus chose, mais qu'elle soit en vie, en essor, en vivant. Donc, je crois que c'est ça. Vous voyez, le vrai n'est pas du tout une vérité sur la vie,
C'est simplement vraiment vivre. Alors qu'est-ce que c'est que vraiment vivre? C'est donc pas la vérité qui dirait la vérité de la vie, c'est que la vie ne cesse d'être menacée par la non-vie, comme le vital ne cesse d'être menacé par la mort. Et donc c'est s'opposer, c'est-à-dire dire non, résister à cet enlisement, à cette aliénation. Et effectivement, c'est une tension, oui, c'est une tension, mais c'est ça vivre, c'est cette tension-là. C'est pas une autre vie, c'est pas une vie idéale, c'est être dans cette tension qui, à chaque fois, défait ce qui se fait, s'enferme, s'installe, coïncide. Merci François Julien. Alors je rappelle que votre livre s'appelle De la vraie vie et je vais vous faire un compliment. Il est accessible, facile, vraiment facile à lire et très très agréable à lire. Et comme il va vous remettre chacun d'entre vous en question, ça va vous faire réfléchir après cette émission. Fermez votre télévision et essayez de penser, de réfléchir aux représentations qui sont les vôtres. Il faut abandonner un certain nombre de représentations pour briser-la et aller vers la vraie vie, c'est-à-dire vers quelque chose qui vous permette d'être en tension, qui vous permette d'innover tout le temps, à chaque instant. Je vous souhaite bon courage pour innover, c'est un plaisir.